presse, bonsoir. Merci de répondre au rendez-vous de la redevabilité du gouvernement pour le briefing hebdomadaire de ce lundi 24 avril 2023. D'abord, avant d'aller dans les vifs du sujet, on va revenir sur cet incendie que nous avons tous vu ce matin au lycée Mwanga à Kolwezi. Peu avant les débuts de ces briefings, nous étions en contact avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui nous a transmis des éléments qu'il a reçus des autorités provinciales avec lesquelles nous avons aussi échangé. Et donc, il n'y a pas eu de mort, il y a eu des cas de suffocation, il y a eu des cas de traumatisme ou des fractures, mais les enfants qui ont été touchés ont déjà été pris en charge. L'incendie a été maîtrisé grâce à l'intervention de plusieurs compagnies sur place et les origines ne sont pas encore connues. La SNEL a été requise par les autorités locales pour contribuer à l'enquête et un dossier a été ouvert au parquet. Voilà ce que nous pouvons dire à ces sujets. Nous pourrons évidemment y revenir dans le force détail quand nous les aurons des autorités provinciales du Lualaba. Et donc les messages important, c'est de dire qu'il n'y a pas eu de morts et que la situation a été prise en charge, l'incendie ayant été maîtrisé. Merci de répondre à ces rendez-vous du briefing hebdomadaire. Comme vous l'avez suivi, au dernier conseil de ministres, il y a parmi les points principaux qui ont été abordés, c'est le rapport de mission qui a été présenté par mon collègue de Finances qui a participé avec le ministre d'État, ministre au budget aux assemblées des printemps. C'était un rendez-vous annuel où on faisait le point de la situation économique dans le monde, mais particulièrement en République démocratique du Congo. D'emblée, Monsieur le ministre, à travers vous, on veut féliciter toute l'équipe parce que nous avons vu le rapport de la Banque mondiale qui note que la République démocratique du Congo a maintenu, a plutôt battu les records en termes de taux de croissance sur le continent, 8,6%. Vous aurez l'occasion de revenir à ces propos. Mais avant que je ne passe la parole à mon collègue, je veux revenir sur quelques détails, notamment sécuritaires. Vous avez suivi l'intervention du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba. Évidemment, il y a un retrait progressif qui continue. Il y a des discussions qui se font pour assurer les retours des autorités administratives dans les zones qui étaient sous occupation. Mais il y a aussi cette forme de copinage, peut-être que le mot n'est pas le mot approprié, qu'on a observé dans certaines zones entre la force régionale et les forces du M23. Et donc la question a déjà été portée en haut lieu. Vous savez qu'il y a des discussions sur les renouvellements du SOFA qui feront que tous ces comportements qui peuvent paraître suspects aux yeux de notre opinion puissent être relevés et dénoncés. Pour le reste, le gouvernement suit de près la situation humanitaire de compatriotes qui payent le prix de cette barbarie rwandaise. Et donc, dans les jours qui viennent d'ailleurs, une délégation gouvernementale pourra descendre sur place pour faire le point. Voilà plus ou moins ce que je pouvais dire en liminaire pour nous permettre d'aller sur le vif du sujet. Beaucoup de choses ont été dites récemment, notamment ces mauvaises nouvelles qui ont été relayées disant que le budget devait être réduit de 16 à 3 milliards. J'espère que vous n'y avez pas cru et j'espère que de manière automatique, certains d'entre vous y ont répondu parce qu'il n'est pas le cas. Vous savez que nous avons fait le choix de la transparence et de manière régulière, nous avons le ministre des Finances qui vient à cet exercice pour vous dire. Et donc, s'il y a des difficultés, s'il faut retoucher le budget, nous serons le premier à vous dire. Nous avons le privilège ce soir d'avoir avec nous le vice-ministre, ministre du budget, l'honorable Élisée Bokoumouana, autrement dit autorité morale, et madame la vice-ministre des Finances qui accompagne les titulaires, monsieur Nicolas Kazadi. Merci de répondre à ces rendez-vous de redevabilité. Évidemment, il y a beaucoup de questions qui concernent votre secteur, taux d'échange, inflation, salaire, etc. Mais en premier, nous voudrons que vous puissiez nous faire en liminaire les rapports de mission que vous avez effectués à Washington il y a quelques jours, comme fait au Conseil des ministres. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci bien, chers collègues. Oui, effectivement, nous nous sommes rendus à Washington du 10 au 16 avril pour ce que l'on appelle communément les réunions de printemps, c'est-à-dire les réunions à mi-parcours
des institutions de Bretton Woods. La réunion annuelle, ce qu'on appelle assemblée annuelle, se tient en octobre. Et en avril, il y a une réunion qu'on appelle réunion de printemps. Pour faire le suivi sur les évolutions, les grandes évolutions mondiales, les grands enjeux mondiaux sur le plan économique et financier. Et c'est toujours l'occasion d'avoir des discussions sur des questions liées entre un pays particulier et ses institutions. Donc nous avons travaillé sur ces deux volets. Et sur le plan mondial, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a encore beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'évolution de l'économie mondiale. On indique que tous les indicateurs, on nous informe que tous les indicateurs actuels laissent présager d'une baisse de la croissance économique l'année prochaine. On pensait qu'on serait à 3,4%, on pourrait descendre à 2,8% l'année prochaine, en moyenne au niveau mondial. Nous, RDC, nous prévoyons 8% pour l'année prochaine, l'année en cours. Nous prévoyons 8% pour l'année en cours, alors qu'au niveau mondial, on prévoit une inflation globale de 2,8% en baisse, parce que la prévision initiale était de 3,4%. En termes d'inflation également, on anticipe le maintien d'une inflation assez importante, de l'ordre de 5% dans les pays riches et de l'ordre de 13 à 15% dans les pays à faible revenu, ce qui nous concerne, nous, en tant que pays. Donc nous n'évoluons pas en marge de l'économie mondiale. Nous sommes d'ailleurs un pays très exposé, puisque nous vivons essentiellement des produits que nous exportons. Et donc ces évolutions mondiales, nous devons les suivre et nous devons voir comment nous nous positionnons pour réduire leur impact chez nous. Vous savez que l'année 2022 a été une année un peu difficile. On a eu à faire face à la hausse des prix du carburant, de la farine, etc., des vivres frais. Et tout cela, les ménages l'ont ressenti. Nous avons pu amortir ce choc en donnant des allègements, mais ces allègements ont un coût budgétaire. En donnant des subventions pour le pétrole, ça a un coût budgétaire. Nous devons tout le temps trouver le bon équilibre entre le coût que représentent ces allègements et la vérité des prix, et de manière à ne pas trop faire de mal à nos populations. C'est un travail qui est difficile, qui n'est pas toujours bien compris, mais nous pensons que l'année dernière, nous l'avons fait du mieux que nous pouvions et avec une relative satisfaction. Pour ce qui est de la situation de nos programmes avec ces institutions, vous savez que nous sommes en programme avec le FMI, en programme avec la Banque mondiale également. Nous sommes un pays aujourd'hui qui a des chiffres au niveau macroéconomique qui sont enviés par tout le monde. Le collègue a parlé tout à l'heure de la croissance économique, 8,6%. Il est possible que ça évolue encore vers 9%. Participe davantage au partage de la richesse. Raison pour laquelle le chef de l'État a voulu faire de la transformation locale de nos minerais une priorité absolue. C'est le moyen de capter la valeur ajoutée localement, partagée avec les Congolais. C'est aussi raison pour laquelle il a voulu faire de l'agriculture et de l'agro-industrie une priorité absolue. Le fameux agenda présidentiel de transformation agricole. Mais c'est des choses dont les résultats ne viennent que progressivement. Mais il faut maintenir ce cap, maintenir cet objectif et ne pas regarder simplement le court terme, mais pendant qu'on gère le court terme, il faut avoir une vision à moyen et long terme. C'est ça qui fait que nous devons davantage expliquer à nos populations ce que nous faisons pour qu'elles comprennent où nous allons, ce que nous faisons avec les ressources que nous avons. Donc, mais d'une manière globale, nous avons été félicités par toutes ces institutions pour ces progrès, croissance économique, collecte de l'impôt. Nous avons été meilleurs en Afrique en termes de progression de l'impôt collecté.
progression des réserves de change également. En matière d'inflation, nous avons été à 13% en 2022, contre une moyenne de 14% en Afrique subsaharienne, donc juste à la limite. Mais globalement, nous avons été félicités par tout ce que nous avons eu comme résultat et par toutes les politiques et toutes les réformes que nous avons déjà positionnées, notamment celle de transformation locale de nos minerais, etc. Nous avons un soutien quasi unanime de tous nos principaux partenaires et cela, nous l'avons clairement ressenti pendant notre séjour à Washington. Nous avons été également encouragés à poursuivre nos efforts dans la lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment. Vous savez que nous venons de valider l'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et cela est suivi au niveau international. Vous vous souvenez de cette affaire de liste grise. Donc nous mettons maintenant en place un plan de travail qui va nous permettre progressivement de sortir de cette liste grise. Et nous espérons le faire dans un temps le plus réduit possible. Donc voilà en gros les résultats. Maintenant l'enjeu que nous avons, c'est d'abord de passer la 4e revue du programme. Vous savez que tous les 6 mois, le programme avec le FMI passe par une revue pour voir si nous sommes toujours on track, comme on dit, c'est-à-dire à jour. Alors maintenant, nous allons passer la 4e revue qui va passer en revue les statistiques jusqu'à fin décembre. La mission du FMI est à Kinshasa au moment où nous parlons. Nous avons déjà commencé à discuter et nous devons réussir cette revue pour passer à la 5e et la 6e et terminer notre programme. Plus on avance, plus c'est difficile parce qu'on est exigeant. On doit progresser, on doit faire plus. Et dans un contexte plus difficile, parce que maintenant nous avons les élections dans quelques mois, nous avons la situation sécuritaire, tout ça c'est des éléments de pression qui sont tels que ça devient de plus en plus tendu, mais nous nous battons pour réussir cette revue, et parce que si nous arrivons à terminer ce programme, eh bien ça sera une grande première dans l'histoire. On n'a jamais terminé un programme avec le FMI parce que nous n'avons jamais réussi à être constants dans l'effort. Souvent nous relâchons. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui est assez exceptionnel. Personne ne peut contester l'appui que nous recevons des institutions financières dans cette étape de notre développement. En tout cas, le FMI a déjà fait au moins 4 décaissements importants de plus d'1 milliard. La Banque mondiale a fait passer ses allocations au pays de 2 milliards en 2018 à plus de 8 milliards aujourd'hui. Et même les autres bailleurs ont fait autant. Donc nous n'avons jamais reçu autant d'attention favorable. Nous devons faire notre part en étant vigilants, en étant rigoureux et en affectant tout cet argent dans des secteurs qui permettent de préparer l'avenir, qui permettent de sortir de cette dépendance du secteur primaire, qui permettent de mettre les Congolais au travail, de faire en sorte que les Congolais créent la richesse et l'emploi, et pas seulement l'emploi public. Parce qu'à l'heure actuelle, tous les regards sont tournés vers l'argent du trésor, qui est l'argent des mines vendues. Cet argent est fragile, ça peut basculer à tout moment. Pour vous donner un chiffre, sur 4 emplois créés au Congo, 3 emplois sont des emplois du secteur public. Et un seul emploi est du secteur privé. Ça vous montre, je parle des emplois formels, des emplois formels. Ça vous montre le risque que nous avons. Si les emplois publics sont aussi dominants, ça veut dire que pour les payer, pour les financer, on fait pression sur le seul emploi privé qui doit supporter 3 emplois publics. C'est très dangereux parce qu'on étouffe l'emploi privé, alors que ça devrait être l'inverse. C'est le secteur privé qui devrait créer le maximum d'emplois et le secteur public devrait accompagner cette création d'emplois. À l'heure actuelle, c'est l'inverse, donc nous sommes en danger. L'économie doit se transformer structurellement pour qu'elle ait de l'avenir. Ce sont les enjeux que nous avons. Voilà pourquoi il faut créer un climat des affaires, il faut créer un environnement, il faut investir dans une infrastructure pour que chacun d'entre vous puisse investir et se développer. Quand je dis chacun d'entre vous, c'est parce qu'il y a un autre défi. Les Congolais n'investissent pas assez et l'économie aujourd'hui, elle est essentiellement aux mains de capitaux étrangers qui viennent prendre des risques chez nous. Donc voilà les défis que nous avons. Nous devons nous regarder nous-mêmes en face pour que nous puissions relever ces défis. Si vous prenez les 200 plus grandes entreprises qui font plus de 90% des impôts que moi je perçois, c'est essentiellement des entreprises détenues par des étrangers. Donc tout ça, il faut changer de paradigme et il faut qu'on en ait conscience, raison pour laquelle c'est toujours un plaisir de venir échanger avec vous.
On va commencer, Monsieur le Ministre, comme vous l'avez bien résumé, notre série de questions, avec Jérôme Sekana, qui s'invite que quand il s'agit de vous. Mon ami Jérôme. Je vois Faustin avec son Monnier là derrière. Je connais les abonnés économie. Merci, Excellence, pour la parole. Nous avons suivi avec attention le séjour de notre délégation à Washington, D.C. Elle a été couverte de fleurs, et ce sont des fleurs méritées, et nous en sommes fiers. Mais nous, en tant qu'analystes économiques, journalistes économiques, nous voulons aller plus loin. Nous voulons voir notre gouvernement atteindre un taux de croissance économique à 2 chiffres, et non à 8,6, quand bien même que nous sommes le pic de l'Afrique. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un taux de croissance économique à 2 chiffres, et pendant une très longue période, vous créez vraiment des richesses, et s'il y a le ruissellement de la croissance, il y a le développement. Mais nous avons comme l'impression qu'au niveau de la mobilisation des recettes, souvent le gouvernement met la charrue devant le bœuf. C'est-à-dire, il y a des réformes qui devraient précéder même le vote du budget en cours, 16 milliards 800 millions. Je vais citer de mémoire notamment le STDA, en ce qui concerne la traçabilité des recettes au niveau des produits d'accise à la douane. Ça peut nous ramener des milliards, mais apparemment on ne sent pas l'implication du gouvernement. Je peux citer au niveau de la DGI, les caisses enregistreuses pour capter tout ce que les étrangers perçoivent comme TVA ici, et ce sont des milliards, monsieur le ministre. Vous avez au niveau de la chaîne de la recette publique qui n'est pas encore implémentée sur l'ensemble du territoire national. Alors, question, qu'est-ce que vous attendez, monsieur le ministre, pour mettre la main à la poche? L'argent appelle l'argent. Donc, vous avez des milliards, vous avez des millions, et il est question d'investir pour permettre, parce que cet exploit, ça peut être encore plus éclatant si et seulement si vous investissez dans les réformes. Ça, c'est la première question. La deuxième question, monsieur le ministre, je voudrais, en ce qui concerne, vous aviez été primé par Financial Afrique comme meilleur ministre des Finances. Aujourd'hui, vous êtes sur les traces de feu André-Philippe Fouta. En 2005, il était désigné président du groupe de la Banque mondiale, c'est-à-dire tous les gouverneurs au niveau mondial. Aujourd'hui, vous êtes au niveau de l'Afrique. C'est quand même des choses très importantes. Et on n'est pas habitué à célébrer des exploits en République démocratique du Congo. Comment vous capitalisez ça au niveau du gouvernement? J'aimerais bien comprendre ça parce que c'est très important pour nous qui connaissons un peu ce qui se passe au niveau des institutions de Bretton Woods. Alors, je vais aller... La dernière, s'il vous plaît. La dernière, mais vous avez aussi une question, Excellence. En termes de finances publiques, monsieur le ministre, nous sommes en train de laisser les sociétés de télécommunications s'emparer des milliards de l'épargne des consommateurs que nous sommes tous. Pourquoi? C'est dans la data, notamment dans la gestion de la fibre optique. Nous n'avons pas une plateforme d'interconnexion. Tous les points d'atterrage, on est en train de les redonner. Ce n'est pas normal. Nous avions eu à dénoncer dans les cadres de l'étoile d'araignée le fait que la loi cadre sur les télécoms était tripatouillée, volée au niveau du Parlement et envoyée sur la table du chef de l'État qu'il avait promulguée, après qu'on ait soutiré une centaine d'articles. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons la RPTC qui a demandé qu'on révisite cette loi cadre. Alors, qu'est-ce que vous faites au niveau du gouvernement pour permettre à ce que l'opérateur public, la SCPT, la SCTP, puisse regagner, parce que ce sont des milliards. La Chine mobilise 1,5 milliard par jour dans la data. Nous, c'est zéro. Donc, je voudrais quand même comprendre, nous avons besoin d'argent, mais nous ne regardons pas là où on doit prendre de l'argent. Monsieur le ministre, j'ai fini avec le ministre des Finances. Monsieur le ministre, ce n'est pas ce que j'ai vu ici, mais ce que je vois souvent. Je voudrais, en tant que, je dirais, bon, la loi sur la presse porte votre nom, et nous sommes fiers de tout ce que vous faites. Il faudra dire, et au service des protocoles, et à tous les membres du gouvernement, à tous ceux qui veulent avoir des liens avec la presse, que lorsqu'il y a un point de presse ou une conférence de presse, la priorité, c'est les médias.
Il faut accorder une attention particulière aux médias. Et ça se passe comme ça dans tous les pays du monde. Je suis président de l'ONG d'Étoile d'Araignée, je reçois des rapports. On ne doit pas négliger les journalistes. Vous, en tant que notre ministre des tutelles et ancien confrère, peut-être vous le redeviendrez, il faudra dire aux membres du gouvernement que lorsqu'il s'agit d'un point de presse, lorsqu'il s'agit des conférences de presse, ce sont les journalistes. Et on doit les traiter comme tels. Parce qu'il ne faut pas nous pousser à décréter un embargo contre le gouvernement. Nous pouvons le faire. Et nous n'avons pas l'intention de le faire si on nous respecte. Merci beaucoup. Merci pour la dernière observation. De toute évidence, que ce soit le Premier ministre, le Président de la République, il y a toujours l'espace qui est accordé aux médias. S'il y a eu des incidents à un certain point, renseignez-nous. Nous verrons comment réparer, mais il ne faut pas nous menacer d'embargo, Monsieur Sekana. On va donner la parole au ministre Kazadi pour... Parce qu'en matière de réforme, nous sommes très avancés. Moi-même hier, lorsque, dans une conversation avec mon collègue hier soir, il me rappelle que c'est 2 ans, on a fait 2 ans, je me disais, je pensais qu'on avait fait plus. Parce que quand je vois tout ce qu'on a fait comme réforme, comme action, en 2 ans, je trouvais que c'était quand même assez intense. Pourtant, ce n'est que 2 ans. On a fait énormément de choses. Pas seulement par les résultats visibles, même si certains résultats sont mécaniques parce que le prix a augmenté, parce que la production a augmenté, mais en termes de réforme, pour apporter plus de transparence dans les recettes, l'introduction de l'OGIRAD, l'introduction toute prochaine du logiciel sur la facture normalisée, qui va nous permettre justement, la facture normalisée, c'est la version actuelle de ce qu'on appelait à l'époque les caisses enregistreuses, mais 10 fois mieux parce que c'est vraiment basé sur la technologie d'aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les facturations seront dans un cloud, seront validées avec un QR code, et donc on aura une information sur le montant facturé, sur la part de la TVA qui doit être payée, et on pourra même obtenir le paiement automatique de la TVA. C'est une réforme énorme. Nous prévoyons qu'elle pourrait même tripler le poste TVA dans nos recettes. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de fraude sur la TVA. Et c'est une réforme qui est en cours. Nous avons tout simplement pris un modèle qui a fait ses preuves, celui du Bénin, parce qu'on apprend aussi en copiant sur ce qui a bien marché ailleurs. Et donc nous sommes en train de mettre en œuvre ce même modèle ici, et ça va apporter des changements énormes. C'est ça la version actuelle de ce qu'on appelait il y a plus de 10 ans caisse enregistreuse. Sur la sécurisation des recettes douanières, oui, ou bien d'assises. SCDA, oui, nous l'avons fait. Simplement, il y a eu un différend avec le secteur sur le prix de la vignette, et finalement, nous avons pris comme option de prendre en charge ce prix pendant un temps, le temps de voir clair dans les montants éventuellement éludés ou fraudés. Et après, on verra comment on va renégocier pour avoir un prix plus équilibré. Mais c'est un prix à payer, c'est un investissement, comme vous dites, il faut investir dans les réformes pour avoir des résultats. Donc nous l'avons fait pour le STDA. Maintenant, nous sommes en train de le faire aujourd'hui même, au moment où nous parlons. Et nous avons un gros problème, c'est sur les véhicules. Les véhicules, vous avez dû suivre, nous étions en retraite au mois de janvier, retraite stratégique, et on a identifié avec les régies différents points sur lesquels on devait travailler. Et l'un d'eux, c'était justement sécuriser les recettes douanières. Et parmi, dans la feuille de route, la douane devait s'assurer que quand on déclare un véhicule à la douane, qu'on le déclare au vrai prix, parce qu'il y a énormément de fraude sur le prix déclaré. À l'époque, on prenait ce qu'on appelait l'Argus, ou le moniteur, c'est-à-dire, vous importez un véhicule, on regarde sa valeur, l'année de fabrication, sa valeur résiduelle, et puis on applique les droits de douane là-dessus. Avec le temps, cette pratique, qui était une pratique transparente, s'est érodée, et malheureusement, certainement avec la complicité de nos douaniers, on a commencé à accepter des déclarations sur la base de la facture qui est produite par l'importateur. Mais vous savez que les factures pour un véhicule, on met ce qu'on veut. Et donc, on avait un système où les entreprises formelles, structurées, celles qui ont pignon sur rue et qui payent l'impôt, étaient obligées de respecter puisqu'on pouvait surveiller à quel prix elles importaient. Et elles déclaraient le vrai prix.
Et d'autres entreprises informelles, etc., elles faisaient toutes ces manœuvres, elles se permettaient de le faire, et donc ça créait une concurrence déloyale et ça faisait une perte de recettes pour le Trésor. Nous avons demandé à la DGDA d'apporter plus de transparence là-dessus et elle a instauré une note de service qui met fin à ces pratiques et cette note de service a créé des remous à la douane parce que les agents en douane, les commissionnaires en douane et les douaniers, parfois d'ailleurs c'est souvent même les mêmes personnes, hein, ça peut arriver. Et donc il y a eu quelques difficultés et aujourd'hui nous avons une situation qui n'est pas calme à Matadi notamment parce que ça remet en question une situation de fait qui n'était pas transparente et qui n'était pas au bénéfice du Trésor. Et la douane a eu la sagesse de dire on comprend que la réforme fait mal, mais c'est une réforme juste parce qu'elle apporte la transparence, mais pour ne pas trop affecter les clients, nous calculons la valeur en douane selon le vrai prix, mais nous opérons une décote de 40%. C'est une décision qui a été prise pour calmer un peu le jeu. C'est ce qui a été fait. Maintenant, au moment où nous parlons aujourd'hui même, ils sont en discussion à ma demande et j'espère qu'on verra clair, on verra le résultat de cette discussion avec la profession pour voir comment on atterrit parce qu'on ne peut pas non plus se priver d'être transparent. Nous avons le même problème avec les vivres frais. Tous les importateurs de vivres frais reconnaissent eux-mêmes que la valeur en douane qu'ils déclarent est fausse. Mais ils nous disent, si vous voulez qu'on déclare la vraie valeur, acceptez qu'on augmente le prix à la fin. Parce que nous avons trop de charges. On est un peu coincé. Et donc, on doit se parler les yeux dans les yeux et dire comment on fait pour sortir de cela. Nous avons quelques propositions sur notre table. Nous sommes en discussion avec le Premier ministre, avec l'ECOFIN. Nous allons sortir des mesures qui permettent de quitter cet état de fait qui est un état de fait qui ne nous honore pas, où nous savons que la situation n'est pas transparente et nous sommes installés dedans. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, c'est le résultat du passé, c'est le résultat du fait qu'il y a trop de parafiscalité, et cette parafiscalité qui nourrit les emplois publics dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui nourrit l'idée qu'au Trésor on peut tout trouver, et au lieu d'aller travailler, créer la richesse. Et donc nous sommes dans des contradictions, nous devons faire évoluer notre pays, et faire réformer un pays n'est pas facile, parce qu'on touche beaucoup de situations d'avantages acquis, de confort ou de rente, et donc c'est une grande difficulté. Nous avons besoin d'alliés. Nous avons besoin d'alliés au sein de la presse, des gens qui comprennent et qui expliquent, pas seulement des gens qui cherchent la polémique et la petite faute, la petite faiblesse. Nous avons besoin d'alliés au sein de nos chambres, de nos assemblées, parce que nous le faisons pour le pays, nous le faisons en toute transparence. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais nous avançons malgré tout, et je pense, comme je l'ai dit, en 2 années, nous avons beaucoup avancé. Tout à fait. On va prendre la question de Faustin Kediasala. Merci, bonjour Excellence. Juste 2 petites questions. La première, c'est d'abord par rapport au budget 2023. On sait que vous avez reçu des félicitations du fonds par rapport à 2022. Nous le reconnaissons tous. Mais il faut reconnaître aussi, Excellence, que l'année 2023 a commencé de manière un peu désastreuse. C'est vrai qu'en termes de recettes, on ne sent pas cet engouement qu'il y avait en 2022. Tout calcul fait déjà pour les 3 premiers mois de l'année, on sait que les recettes en moyenne tourneraient autour de 600 millions et 700 millions. Par un simple calcul d'arithmétique, c'est qu'à la fin de l'année, on pourrait probablement, en termes de recettes courantes, nager autour de 8 milliards. Alors on se demande par quel miracle vous allez réaliser les prévisions budgétaires inscrites dans le budget 2023, qui est de 16 milliards. Et en termes de ces miracles, vous allez miser sur quels paramètres exactement pour que la population qui vous suit soit rassurée que le budget qu'on nous a présenté est réellement réaliste. La deuxième, on revient toujours sur cette question des dépenses en urgence. On sait qu'entre vous et le budget, il y a souvent des tiraillements parce qu'il y a des dépenses qui sont engagées en urgence qui doivent être par après être régularisées au niveau du budget. On a eu des échos par rapport à ça. Alors on se demande, est-ce que vous vous servez de votre plan de trésorerie avant d'engager des dépenses? Est-ce qu'il y a une harmonie entre le plan de trésorerie de l'État
et les plans d'engagement budgétaire qui relèvent du ministère du Budget. Est-ce qu'on peut avoir des assurances? Est-ce qu'entre vous, vous coordonnez d'abord avant de dépenser? Merci. Oui, La bon, preuve, l'autorité morale est là. Voilà. L'autorité morale qui est là, monsieur le vice-ministre du Budget, je crois que c'est la preuve que nous collaborons. Et d'ailleurs, nous sommes arrivés ici tous les deux dans la même voiture, venant d'une réunion avec le FMI, une réunion de la Troïka politique où nous discutions les mêmes sujets. Donc nous collaborons de manière très étroite parce que nous sommes liés, nous devons vivre ensemble. Pour ce qui est des dépenses d'urgence, la norme généralement c'est de ne pas dépasser 10%. Nous avons été à 7-8% en 2021 et nous sommes montés à 12%, je crois, de 11 ou 12%.